T'as pas besoin d'aller voir ton banquier, de lui donner tes 15 dernières fiches de paye, de mettre un apport de 50 000 euros. Tu peux, dès 500 euros, dès 200 euros parfois même dès 50 euros en fonction du support, tu peux commencer à investir dans un actif immobilier. On a tous essayé d'acheter des appartements, des studios. On voit l'effort que c'est de gérer la relocation, les travaux qu'il faut faire, aller suivre le chantier pour être sûr que ton entrepreneur fasse tout, etc. Ça peut être très embêtant et une perte de résultat. Quand tu investis dans un pire papier, tu confies ton argent à des gens qui sont spécialistes de l'immobilier, parfois spécialistes même des classes d'actifs dans lesquelles ils vont investir, et donc tu perds pas ce temps à gérer, eux le font pour toi en direct, et toi tu peux te concentrer du coup sur ta stratégie d'investissement. Faut pas oublier, quand tu investis dans la pierre papier, tu investis d'abord dans la pierre, et donc tu ne passeras pas outre le risque immobilier. Aujourd'hui, je pense que c'est un bon moment d'investir dans l'immobilier. Tu peux pas te contenter de regarder le rendement qui est affiché et de dire je vais investir là-dedans parce qu'ils vendent un rendement à 5 ou 6%. On entend souvent parler d'investir dans l'immobilier, d'acheter des appartements, des maisons, des immeubles ou des parkings, mais il existe aussi d'autres façons d'investir dans l'immobilier de manière beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, on va parler de la pierre papier, une stratégie d'investissement qui pourrait bien changer votre vision de l'immobilier. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont ses avantages, les risques et comment ça marche? Est-ce que tu peux nous expliquer ça de manière simple pour qu'on puisse bien comprendre de quoi on parle? Ouais, bien sûr, c'est un sujet qui est assez intéressant, la pierre papier. C'est simplement le fait d'investir de manière indirecte dans l'immobilier. Donc, c'est-à-dire qu'on va investir dans un véhicule qui, lui, a pour fonction d'investir en direct dans différents types d'actifs immobiliers. Donc, tu peux avoir différentes classes d'actifs, du bureau, du résidentiel, de la logistique, de l'hôtellerie, et sur différentes stratégies, des stratégies long terme, des stratégies court terme. Aujourd'hui, il y a plusieurs véhicules qui te permettent de faire ça, okay. Mais on va rentrer dans le détail un peu plus tard, j'imagine. Ouais, bien sûr, ouais. Ok, très clair, merci. Pour commencer déjà, selon toi, quels sont les principaux avantages d'investir dans la pierre papier, donc c'est comme ça qu'on dit, la pierre papier, par rapport à l'achat immobilier classique? Le plus évident, à mon sens, c'est l'accessibilité. Okay. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller voir ton banquier, de lui donner tes 15 dernières fiches de paye, de mettre un apport de 50 000 euros pour pouvoir investir dans un appartement, dans un studio. Tu peux, dès 500 euros, dès 200 euros parfois même dès 50 euros en fonction du support, tu peux commencer à investir dans un actif immobilier. Ça comporte des risques, évidemment, mais tout le monde peut le faire et finalement relativement rapidement. Le deuxième avantage, je dirais, c'est que tu as une gestion qui est déléguée et qui est censée être une gestion professionnelle. C'est-à-dire que tu ne vas pas t'embêter à... on a tous essayé d'acheter des appartements, des studios. On voit l'effort que c'est de gérer un appartement, de gérer la relocation, de gérer les travaux qu'il faut faire, aller suivre le chantier pour être sûr que ton entrepreneur fasse tout, etc. Ça peut être très embêtant. Tu peux être passionné par ça, mais ça peut être très embêtant et surtout c'est très chronophage. Il faut des compétences aussi. Exactement. Il faut des compétences pour comprendre tout ce qui est fait, pour suivre, pour pas se faire arnaquer et pour atteindre un bon niveau ensuite de prestation. Donc tout ça c'est quelque chose qui peut être un petit peu désagréable, une perte de temps, une perte d'argent parfois et une perte de résultats. Ça, quand tu investis dans la pierre papier, tu confies ton argent à des gens qui sont spécialistes de l'immobilier, parfois spécialistes même des classes d'actifs dans lesquelles ils vont investir, et du coup qui ont toute cette maîtrise-là. Et donc tu perds pas ce temps à gérer, tu ne perds pas cet investissement à le faire, eux le font pour toi en direct, tu as des professionnels qui font ça, et toi tu peux te concentrer du coup sur ta stratégie d'investissement. Et pour moi on en arrive aussi à notre troisième avantage, le fait que tu puisses avoir une stratégie d'investissement professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en tant que particulier, jusqu'à un certain niveau de fortune, toi tu ne peux faire basiquement que de l'investissement dans du résidentiel. Donc tu vas avoir deux stratégies, tu vas faire de l'investissement dans du résidentiel en tant qu'investisseur locatif. Donc ton idée c'est de générer du rendement locatif, tu vas louer un studio en LMNP ou autre. Donc ça c'est une stratégie un peu long terme, où tu vas avoir à la limite une deuxième stratégie un peu plus offensive qui est une stratégie de marchand de biens, où tu vas acheter des appartes ou des maisons pour les rénover et ensuite les revendre avec une petite marge. Ça, quand tu es un investisseur professionnel, quand tu as un fonds d'investissement, un fonds de pension, tous les investisseurs professionnels, ils ont une variété de possibilités d'investissement beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux
investir dans du résidentiel, c'est très bien, mais on sait que les investissements dans le résidentiel, en termes de rendement, la réalité, c'est que c'est très faible. Oui. Pour passer outre cela, tu peux investir dans du bureau, tu peux investir dans de la logistique, tu peux investir dans de l'hôtellerie, tu peux investir dans des phases de maturité différentes, dans du développement, dans de la promotion immobilière, tu peux investir dans de la reconversion. Donc il y a plein d'autres thématiques auxquelles tu peux avoir accès. Et ça, l'investissement dans la pierre papier, surtout maintenant avec tous les nouveaux supports, te permet d'avoir accès à cela. Ce à quoi, en tant que particulier, tu n'aurais pas du tout accès si tu n'investissais pas dans la pierre papier. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup moins accessible, comme tu le disais, quoi. Ok, très bien. Et tu disais donc les avantages et que ça avait aussi des inconvénients. Du coup, on va peut-être en parler directement. Déjà, il ne faut pas oublier, quand tu investis dans la pierre papier, tu investis d'abord dans la pierre. Et donc, tu ne passeras pas outre le risque immobilier. C'est pour moi le principal facteur de risque, hein. Comme tu traites de l'immobilier dans ton podcast, donc t'en parles régulièrement. On avait tendance à dire que l'immobilier ça ne perd jamais de valeur. Bon voilà, il a suffi d'une crise, 2023, pour se rendre compte qu'en fait, oui, tout perd de la valeur, même le résidentiel à Paris, on a vu des baisses de valeur, on a vu des prix chuter de l'ordre de 20-30% sur les 18 derniers mois. Donc ça, c'est un risque qui existe. Et c'est un risque fondamental à prendre en compte. L'immobilier, c'est un actif financier comme un autre. C'est un actif sur lequel tu peux avoir évidemment de l'appréciation de valeur, mais tu peux avoir des baisses brutales de valeur et qui vont avoir des conséquences. Donc ça, c'est le premier élément. C'est pas parce qu'on investit dans la pierre papier qu'on est protégé contre le risque immobilier. Oui, ok. Deuxième élément, je dirais, c'est le manque de contrôle sur ton actif, parce qu'évidemment la gestion est déléguée et le sourcing est délégué. Donc l'enjeu le plus important pour moi quand tu investis dans la pierre papier, c'est d'avoir du contrôle, ou en tout cas d'avoir une bonne visibilité sur la société de gestion qui va être en charge de gérer ton capital et de suivre les actifs sur lesquels ils vont investir. De manière générale, il faut traiter l'immobilier comme n'importe quel actif financier. Et c'est encore plus le cas avec la pierre papier, il faut traiter cela comme n'importe quel actif. Aujourd'hui, quand tu investis via une plateforme de crowdfunding dans une société, tu vas regarder l'équipe dirigeante. Tu vas regarder leur track record, ce qu'ils ont fait auparavant, tu vas regarder leur diplôme, tu vas regarder leurs compétences, tu vas regarder la stratégie d'investissement. Quand tu investis dans la pierre papier, c'est la même chose. Tu ne peux pas te contenter de regarder le rendement qui est affiché et de dire je vais investir là-dedans parce qu'ils vendent un rendement à 5 ou 6%. Oui. Donc on délègue, mais pas les yeux fermés, quoi. Exactement. Et du coup, t'en parlais là juste à l'instant, sur le rendement. Quel type de rendement on peut espérer dans la pierre papier, en investissant dans la pierre papier ? Déjà, il faut savoir ce dont on parle quand on parle d'investir dans la pierre papier. Tu as aujourd'hui, je dirais, 3 supports classiques qui sont la pierre papier et qui sont plutôt des supports de long terme, on va dire. Tu as l'investissement dans les SCPI, c'est finalement le véhicule qui est le plus connu. C'est quoi les SCPI, juste pour ceux qui ne savent pas C'est une société civile de placement immobilier. Donc c'est une société de gestion qui va investir pour toi, dans laquelle tu peux investir. Donc toi, tu donnes ton capital à partir de, ça dépend des SCPI, mais globalement en général, c'est à partir de 500 ou 1000 euros et qui vont investir pour toi. C'est une société qui a l'avantage d'être régulée par l'AMF. D'ailleurs, comme les 3 supports classiques, ils sont régulés par l'AMF, donc ça garantit quand même une forme de transparence et de réglementation. Ouais, tout à fait, de sérieux, parce que toutes les procédures sont visées par l'AMF, ils sont audités régulièrement, ils doivent faire des expertises régulières, qui te permet de vraiment suivre la valeur des biens. Et une SCPI, ça investit uniquement, donc c'est un véhicule qui n'est dédié qu'à l'investissement dans l'immobilier. Donc dans ta SCPI, tu auras 95% de l'immobilier, donc des actifs immobiliers en direct. Ensuite, ça peut être un peu tout. Globalement, ça peut être du bureau, ça peut être du résidentiel, ça peut être... Exactement. Ce que tu disais tout à l'heure. Et les 5% restants, ça serait quoi ? En général, ils laissent un petit peu de liquidité, tout simplement pour pouvoir réinvestir derrière, ou s'il y a des sujets de liquidité. Donc la trésorerie, comme une société, on va dire, classique. Donc toi, tu investis dans une société qui, elle, achète en direct les biens immobiliers. Et la SCPI, globalement, c'est plutôt... On va aller au plus simple, mais c'est plutôt un véhicule de rendement. Donc, c'est-à-dire que l'objectif de la SCPI, et c'est comme ça en général que tu vas choisir ta SCPI,
c'est de servir du rendement parce que ça va toucher du loyer et ça va redistribuer du loyer. Donc tu vas avoir du rendement trimestriel, parce que les loyers en général, en tout cas dans les actifs commerciaux, sont payés trimestriellement, voire mensuellement. Maintenant, certaines SCPI te permettent d'avoir du loyer mensuel. Donc toi, tu vas avoir du dividende qui va remonter. Donc c'est plutôt un véhicule de rendement, de dividende que tu vas toucher à intervalles réguliers. Ensuite, comme deuxième véhicule, tu as l'OPCI. Donc finalement, ça c'est assez proche. Le OPCI, ça veut dire organisme de placement collectif immobilier, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est un véhicule qui est assez proche, dans lequel en général tu peux aussi investir via des assurances vie. Donc ce qui fait que tu peux investir pour des montants parfois plus bas. Tu peux commencer, je crois, à partir de 100 € si tu utilises un support assurance vie. Donc c'est vraiment très accessible. Et ça fonctionne à peu près comme une SCPI, c'est-à-dire que l'OPCI, c'est une société qui va investir en direct dans des actifs immobiliers. La différence, c'est que l'OPCI garantit sa propre liquidité, c'est-à-dire qu'ils vont investir, le capital de l'OPCI va être en général de l'ordre de 60% des actifs immobiliers. Les 35-40% restants, c'est des valeurs qui sont liquides, donc plutôt des valeurs mobilières, ou des OPCVM. Dans l'idée, tu vas avoir des actions en fait. Ils vont acheter des actions et des OPCVM pour pouvoir garantir sa propre liquidité. C'est un peu plus varié, encore un peu plus diversifié, on va dire. Exactement. L'idée, c'est simplement que en cas de risque, tu puisses assez vite, parce qu'on le sait, vendre en actif immobilier, ça prend du temps. C'est pas liquide. C'est pas liquide. En tout cas, on a vu ça en 2023 et en 2024, des process de vente qui sont très longs, parce qu'on a du mal à trouver des acheteurs parce que la capacité de se financer, par exemple, est plus difficile. Et puis, il y a plus de risques, donc les acheteurs sont plus frileux, donc ils veulent acheter moins cher. Et en même temps, des vendeurs, ils veulent pas se couper un bras. Donc tu prends des process qui prennent beaucoup de temps, et du coup, s'il y a un sujet, si on a besoin de retirer de l'argent, tu peux pas le faire en vendant des actifs parce que ça prend trop de temps. Vu que dans l'OPCI, tu as des actions, tu as des valeurs mobilières, tu as des actions, donc des actifs qui sont assez liquides, si à un moment tu as un retrait conséquent, tu vends ces actifs liquides et ça te permet de remonter l'argent pour tes investisseurs. Par contre, en contrepartie, vu que tu as plus de valeur mobilière, tu vas avoir moins de rendement, tu vas avoir moins de distribution possible parce que tu touches moins de loyer en proportion. Donc c'est pas, en général, c'est pas forcément un véhicule de distribution, c'est plutôt des véhicules sur lesquels ton rendement ou ton retour va se faire, ta performance va se faire sur la plus-value. Sur de la plus-value, Donc dans les deux cas, tu vas plutôt être dans des stratégies assez long terme. Investir dans une SCPI ou dans un OPCI, il faut que tu comptes d'y rester 7-8 ans minimum. C'est ça l'horizon. Mais dans un cas, tu vas rester 7-8 ans en touchant du revenu locatif régulièrement. Dans un autre cas, tu vas toucher beaucoup moins de revenus locatifs et tu vas compter sur la plus-value en capital que tu vas faire à la fin. D'accord. Et est-ce que c'est bloqué pendant cette période ? Tu peux facilement retirer tes fonds ou comment ça fonctionne ? Non, c'est pas bloqué. Typiquement, une SCPI, il va y avoir deux formats de SCPI. Il va y avoir des SCPI à capitaux variables, et des SCPI à capitaux fixes. Et donc, tu peux très bien en ressortir. En général, tu as une période de blocage de quelques mois. Ça va dépendre des SCPI, mais tu peux très bien revendre. Donc, dans une SCPI à capital fixe, le prix est fixé par la SCPI, par la société de gestion. Mais il faut du coup qu'il y ait suffisamment de collecte pour qu'on puisse te rembourser, mais le prix est fixé. Dans une SCPI à capital variable, il y a un marché secondaire. Donc, c'est-à-dire que si moi je détiens des parts de cette SCPI et que je veux les revendre, je vais te les revendre à toi. Tu revends les parts, il n'y a pas besoin de revendre un bien ou quoi, comme en direct, autre avantage. Il y avait une troisième Et il y avait une troisième, bien sûr. Le troisième véhicule un peu classique, c'est tout simplement les SIC. Et les SIC, en fait, c'est tout simplement des sociétés d'investissement immobilières qui sont cotées en bourse. Et donc, ça, en général, c'est des sociétés d'investissement qui sont plutôt monothématiques, donc qui vont plutôt travailler une typologie d'actifs en particulier, les centres commerciaux, par exemple, ou la logistique. Comme Unibail, Rodenco, etc. Gessina ou autre,
Tout à fait. Et donc là, tu t'investis là-dedans comme tu investis dans n'importe quelle action. Sauf que c'est une société qui ne détient que des actifs immobiliers. Donc c'est un peu le troisième support. La différence avec les deux premiers, c'est que évidemment c'est aussi très corrélé au marché boursier. Et donc les fluctuations des marchés boursiers vont avoir un impact sur la valeur de la société d'investissement et du coup sur la valeur des parts que tu vas détenir. Ouais, c'est des foncières cotées, quoi, pour faire simple. Voilà, c'est des foncières cotées. Donc c'est un peu le troisième médium un peu historique de la pierre papier. Ok, et là c'est très liquide pour le coup, puisqu'on est sur des actions en bourse, donc un clic, c'est vendu, c'est acheté ou c'est vendu, quoi. Tout à fait, très liquide. Tu peux rentrer à partir de la valeur de l'action, donc c'est très liquide, aussi très accessible. Voilà, la différence c'est que tu détiens pas de l'immobilier en direct et que, enfin, la différence c'est surtout que tu es très corrélé au marché boursier et que du coup c'est pas exactement la même chose, tu n'es pas protégé de la même manière contre les cycles financiers. Oui. T'as pas un contrat avec un gestionnaire derrière qui peut te fournir certaines garanties, même si aucun investissement n'est garanti à 100%, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais, et puis surtout, on a vu plein de crises économiques, de crises financières qui n'ont que très peu impacté l'immobilier, parce que même dans les crises financières, t'as besoin de te loger, t'as besoin d'aller au travail, et donc tu as souvent, pas tout le temps, mais tu as souvent des crises financières qui ont un impact sur les marchés financiers, mais qui n'ont pas d'impact sur l'immobilier. Et donc, toi, tu peux être protégé quand tu investis dans une SCPI. Par contre, quand tu investis dans une SIC, faut que tu saches que l'impact d'une crise financière, tu vas la ressentir de plein fouet. Et donc, évidemment, si tu as en duo une crise financière et une crise immobilière, et la valeur de tes actions va prendre un petit peu cher. Pas plus que d'autres, mais va prendre un petit peu cher. Ouais. Ok, et donc tu l'as dit, les tickets d'entrée ça peut être très très bas, ce qui rend cet investissement hyper accessible, contrairement à l'immobilier qui va nécessiter de mobiliser beaucoup plus de fonds, enfin l'immobilier en direct, notamment pour des apports, des frais de notaire ou autre, c'est pas le cas là. Et en termes de rendement, du coup, tout à l'heure je t'ai posé la question, mais approximativement, à quoi on peut s'attendre? Et écoute, dans des SCPI classiques, on va dire que les rendements vont de 3 à 6%. Ça, c'est ce que tu peux avoir dans des SCPI. Pour des OPCI, du coup, on va aussi parler de rendements qui sont un peu plus élevés en général. Parce que tu prends aussi, c'est vraiment aussi des stratégies d'appréciation de capital. Donc tu peux viser entre 6 et 8% sur des périodes un petit peu plus courtes. Ah oui, quand même, d'accord. Donc ça, c'est ce que tu vas retrouver. Ensuite, sur les foncières cotées, sur les SIC, c'est tout de suite un petit peu plus difficile d'avoir cette vision-là, parce que ça va dépendre un peu de la classe d'actifs, ça va dépendre un petit peu du secteur dans lequel tu es, mais tu peux avoir ça. Ensuite, ce qui est aussi intéressant dans la pierre papier, ça faut qu'on en parle, parce que là on est sur la pierre papier traditionnelle, qui est plutôt, en fait on parle plutôt d'investissement à long terme. Aujourd'hui, maintenant, tu as tout un autre panel qui arrive et qui te permet d'investir sur d'autres horizons et de manière différente. On peut parler aujourd'hui évidemment des plateformes de crowdfunding, qui sont une forme d'investissement dans la pierre papier. Donc tu investis sur des supports qui eux-mêmes vont investir dans de l'immobilier. Donc les plateformes de crowdfunding, elles proposent notamment d'investir dans des développements, dans des restructurations. Donc en général, c'est des schémas un petit peu plus courts. C'est sous d'autres formes, notamment plutôt principalement des obligations. Ça peut être, oui, c'est souvent des obligations. C'est souvent sous forme d'obligations. Mais tu as aussi des plateformes qui te permettent d'être dans le capital. Et donc ça va être structuré de manière différente, mais globalement tu vas participer à la valeur comme si tu étais dans le capital. Et globalement tu vas avoir des rendements, mais c'est normal, c'est beaucoup plus risqué, plus élevés, où tu vas avoir des rendements sur 2-3 ans de l'ordre de, on va dire, entre 8 et 15-17% pour certains schémas. Et peut-être aussi plus de risques, voire des risques de perte totale. Tout à fait. Quand tu investis
l'immobilier, c'est comme n'importe quel actif. Donc, quand tu prends plus de risques, ton capital est plus en danger. Ok, très clair. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer quelle est la fiscalité autour de tout ça quand on investit dans la pierre papier? Globalement, quand tu investis dans un OPCI ou dans une SCPI, ça va être considéré comme du revenu foncier. Ok. Donc, comme du revenu foncier, si tu investis dans un actif immobilier en direct, c'est ta tranche d'imposition plus les prélèvements sociaux. Voilà. Donc une simple déclaration annexe, la 2044, la 2044, quand on fait sa déclaration de revenus, on met les revenus fonciers au même titre que quand on loue en direct. Simplement, là, j'imagine que l'organisme te fournit directement le montant à déclarer. Ça doit faire partie du package. Tout à fait. Ils sont très organisés et en général, ils te fournissent tout à la fin de l'exercice. Donc, tu as juste à intégrer ça. Tu as une petite subtilité. Tu peux investir dans un OPCI via une assurance vie. Ok. Et donc, dans ce cas-là, tu vas être au PFU, au prélèvement forfaitaire unique. Ok. Donc voilà, c'est la petite subtilité que tu peux avoir. Mais sinon, ça fonctionne globalement de la même manière. Et troisième aspect, si tu investis dans les nouvelles plateformes, crowdfunding, immobilier fractionné, souvent ça va plutôt être considéré comme des valeurs mobilières. Ok. Et donc là, tu es fiscalisé comme si tu investis dans une valeur mobilière. Ok. Pareil, prélèvement forfaitaire. D'accord. Et comment on fait pour choisir une bonne SCPI ou PCI? Comment on peut détecter une plus ou moins bonne? Il y a des sociétés, j'imagine, qui sont plus connues que d'autres, plus réputées ou sérieuses? Ouais, t'as des sociétés qui sont plus connues, qui sont historiques, qui ont des très grosses capitalisations. Ça les a pas empêchés en 2024. Là tu as eu en septembre une vingtaine d'SCPI. Et c'est beaucoup une vingtaine, parce qu'aujourd'hui tu as un peu plus de 200 SCPI et tu as une vingtaine d'SCPI qui, entre septembre et la fin de l'année, ont annoncé des baisses de valeur de l'ordre de 10 voire 20% pour certaines. Et pour certaines, c'était pas les premières. Donc tout ça pour dire que la taille, l'historique de la société, c'est pas suffisant pour déterminer la qualité de la gestion. Moi je dirais qu'il faut d'abord et avant tout savoir quels sont nos objectifs et nos risques. Donc ça veut dire notre horizon de détention, qu'est-ce qu'on est prêt à gagner, mais surtout qu'est-ce qu'on est prêt à perdre. Donc est-ce que je vais plutôt aller sur des SCPI sur des formats très long terme? Dans ce cas-là, si je veux du long terme, je vais vers des SCPI ou de l'OPCI. Est-ce que j'ai besoin d'avoir du rendement locatif, ou est-ce qu'au contraire, moi ce que je veux, c'est gagner assez gros, mais du coup je sais que je suis capable de tout perdre. Okay. Et donc dans ce cas-là, je vais plutôt aller sur des plateformes de crowdfunding, par exemple. Ça, donc pour moi, la première chose quand tu veux déterminer dans quel support tu veux investir, c'est de déterminer ton profil. Définir son profil d'investisseur. Ça, c'est super important, j'en parle souvent, effectivement. La tolérance au risque, l'horizon de placement, sa situation personnelle, professionnelle, familiale ou autre, pour définir, effectivement, comme tu viens de le décrire, quel actif ou quel type d'investissement nous correspond. Évidemment, pas investir sur un truc long terme si tu imagines ressortir l'argent dans 6 mois ou dans 2 ans, et inversement, quoi. Tout à fait. Moi, en fait, je fais partie de ceux qui prêchent que tu pourrais, avec l'immobilier, avec tous les supports qu'on a maintenant, tu pourrais n'avoir besoin d'aucune autre classe d'actifs. Parce que tu peux, avec l'immobilier, tu peux diversifier. Maintenant, tu peux diversifier de manière géographique. Tu peux diversifier en fonction des risques. Donc tu pourrais très bien te construire un portefeuille qui est uniquement basé sur l'immobilier, entre de l'immobilier en direct, de l'immobilier pierre-papier long terme, de l'immobilier pierre-papier court terme. Tu pourrais faire ça. Mais donc c'est très important ce que tu dis, et je sais que tu le répètes souvent. Il faut définir ses principaux critères de risque et ses principales stratégies d'investissement pour définir son profil et ensuite savoir dans quel support aller. Ça, c'est le premier aspect. Je dirais que le deuxième aspect, comme quand tu investis dans n'importe quelle société, parce que finalement, c'est ce que tu fais quand tu investis dans la pierre-papier, on contrôle la qualité des acteurs. Donc, on va aller voir l'équipe dirigeante, on va aller voir l'équipe de gestion, on va voir ce qu'ils ont fait, quelles sont leurs compétences, et on va prendre une décision à ce moment-là.
C'est très important. Et l'information est accessible, Bien sûr que l'information est accessible. Il faut faire un petit peu de due diligence, il faut prendre un petit peu de temps, aller sur leur site, regarder qui est le fondateur, combien ils sont, quelle est leur équipe, comment ils gèrent. C'est pas très compliqué. En plus, en général, tous ces mécanismes-là sont quand même contrôlés par l'AMF. Ok. Donc tu as un devoir de transparence, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, tu as un prospectus que tu peux même lire pour te renseigner sur leur stratégie, sur leur équipe, sur leur effectif. Donc ça c'est un aspect qui est très important. Je sais pas si on a le droit de on a le droit de dénoncer un petit peu des acteurs, mais on a vu je vais pas le citer parce qu'on veut pas faire de bad buzz, voilà, pour rien, mais on a vu un acteur, un des pionniers en France de l'immobilier fractionné, par exemple. Moi, j'adore l'immobilier fractionné, donc la stratégie, je la trouvais super intéressante. Mais on a vu ce pionnier de l'immobilier fractionné venir sans aucune équipe experte dans l'immobilier, juste avec des gens qui avaient plutôt une connaissance du marché de la tech, on va dire, de manière générale. Et donc, ils ont surfé sur une thématique qui est très intéressante, l'immobilier fractionné. Moi, je trouve ça super pertinent. Ça mélange un peu les deux mondes parce que tu peux investir en direct sur un actif, mais tu as une équipe derrière qui gère et toi, tu peux investir que sur une fraction. Donc c'est super intéressant. Mais ces gens-là n'avaient pas d'expertise en immobilier. Et du coup, ils ont géré ça un peu n'importe comment, sans prendre en compte la difficulté que c'est de gérer des immeubles, sans prendre en compte la difficulté que c'est que de faire une stratégie d'investissement, que de perdre des locataires, que de devoir investir pour relouer, etc. Et du coup, ils ont fait perdre de l'argent à beaucoup de gens. Je crois que je vois de qui tu parles. Et du coup, c'est pas pour les blâmer, parce que maintenant, ils ont revu un petit peu leur modèle. D'ailleurs, maintenant, ils font beaucoup moins d'immobilier fractionné, parce qu'ils se sont rendus compte qu'à gérer, c'était très compliqué, et qu'ils n'en avaient pas l'effectif et les moyens. Et du coup, maintenant, ils font beaucoup plus de levée de fonds pour du crowdfunding un peu plus classique. Mais tout ça pour dire que ça, c'est quelque chose qu'on pouvait identifier assez tôt. Si on avait un peu regardé ces gens-là, on avait regardé un petit peu leur discours et puis leur effectif, on aurait compris que finalement, derrière, il n'y a pas de compétences en termes d'immobilier. Et donc, ils avaient une compétence en termes de développement d'une plateforme Internet, c'était très bien, mais il manquait le deuxième aspect. Donc ça, c'est faisable, tu peux le voir. Et je dirais que le troisième aspect pour choisir sur quel support investir quand tu veux faire de la pierre-papier, évidemment, tu vas regarder les rendements. Donc, tout le monde va faire ça. Donc, quand tu vas choisir ta SCPI, tu vas regarder le rendement, tu vas regarder les rendements passés qu'ils ont produits. Et du coup, évidemment, tu vas probablement être plus attiré par ceux qui présentent des rendements plus élevés. C'est normal. Néanmoins, je pense qu'à un moment, il faut avoir un peu de conviction. Et on a vu que des rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. Donc, c'est une phrase un peu bateau. Mais qui a du sens. Mais ça, on l'a vu. Ça, d'expérience, on l'a vu et on le voit encore plus dans la période actuelle où l'immobilier a été très chahuté. Il faut aussi avoir ses propres convictions et réfléchir aux thèses auxquelles on croit. Où est-ce qu'on pense qu'il y a de l'avenir dans l'immobilier ? Je te dis n'importe quoi. Hein. Aujourd'hui, on connaît l'immobilier résidentiel. Donc ça, c'est une matière qu'on connaît tous. Oui, là. On a vu pas mal de choses bouleverser l'immobilier résidentiel récemment. On a vu les normes environnementales, on a vu le télétravail. Donc ça peut te donner des axes. On peut aussi se dire, par exemple, qu'aujourd'hui, en 2024, 2025, les livraisons, c'est super important. Le e-commerce, ça se développe, c'est rentré dans notre vie, ça bouleverse notre vie. Il va y avoir de plus en plus de livraisons et qu'on fonctionne tout le temps comme ça, à faire des commandes sur Amazon, à tout se faire livrer. Et du coup, on peut se dire que dans ce cas-là, c'est peut-être la logistique qui est l'avenir. Surtout que la logistique, il y a aussi des contraintes environnementales. Maintenant, on nous empêche d'artificialiser les sols. Il y a une raréfaction de plus en plus importante des permis de construire pour développer de la logistique. Donc tu peux te dire que dans un marché dans lequel il va y avoir une demande croissante et dans lequel l'offre est finalement assez limitée, tu peux dire qu'il va y avoir une appréciation de capital et une appréciation des valeurs locatives dans les prochaines années. Donc ça peut être ton axe. Donc tu peux choisir aussi ton SCPI comme ça, en choisissant une SCPI qui a un support comme ça. Qui investit plus dans le tertiaire, les entrepôts, ce genre de choses, Tout à fait. Par exemple.
Tout à fait, tout à fait. Comme tu peux te dire, le marché français, il est intéressant, mais dans les marchés à maturité économique moins avancée, ça fait peut-être aussi sens de se positionner parce que la croissance démographique est plus importante, la croissance économique est plus importante si tu vas dans certains pays. Et donc dans ces cas-là, pourquoi pas investir dans des supports de papier qui investissent à l'étranger. Ça peut être un axe super intéressant, par exemple. Tu peux aussi investir à l'étranger via des CPI ou autres. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, la pierre papier, si on prend le temps de débroussailler tout ce qu'il y a, si on prend le temps de l'analyse, bah, tu peux faire pas mal de choses. Tu peux investir à l'étranger, tu peux avoir une stratégie complètement diversifiée, donc des supports qui vont te permettre d'investir dans différentes classes d'actifs. Tu peux avoir des investissements thématiques, donc sur purement une classe d'actifs en particulier. Si on considère que l'avenir, c'est les data centers, par exemple. Je reprends un exemple, mais les data centers, aujourd'hui, on est tout le temps sur nos téléphones. On est tout le temps on fait des podcasts maintenant, on est sur TikTok, on est sur Instagram. Il faut héberger tout ça. Oui. Il faut héberger tout ça. Et le cloud, en fait, la réalité, c'est que c'est physique, le cloud. Le cloud, c'est des entrepôts, c'est des entrepôts dans lesquels il y a beaucoup d'investissements. Je sais pas, il n'y a qu'à se balader. Là, je revenais la semaine dernière de l'aéroport de Charles de Gaulle et je vois à ma droite, là, à la Courneuve, je vois une gigantesque structure. On dirait un stade. Et je me dis, mais je saurais ce que c'est si c'était un stade. Mais en fait, c'est pas un stade. C'est 40 000 m² de data center qui viennent d'être construits. Ah oui. Et ça, typiquement, c'est peut-être la thématique de demain. Et donc, tu peux investir là-dedans. Donc tu peux investir là-dedans. Tu as des supports qui vont te permettre de pouvoir investir dans le data center, par exemple. Donc tout ça pour dire que c'est aussi un des axes à regarder. Si vous avez un angle que vous trouvez intéressant et sur lequel vous pensez qu'il y a de l'avenir, la pierre papier peut le permettre de le faire. Alors que demain, en direct, à moins d'avoir les poches très très profondes, investir dans un data center, bah, ça va pas être évident. Oui. Voilà, ça tu peux le faire. Ça rend accessible certains investissements réservés à des professionnels, des professionnels ou des très très fortunés, mais de manière générale plutôt à des investisseurs professionnels. Et est-ce que c'est un bon moment selon toi pour investir dans la pierre papier ? Je dirais oui, parce que pour moi déjà c'est un bon moment pour investir dans l'immobilier. On a vu les baisses de prix déjà arriver, on ne sait pas jusqu'où elles vont aller, mais globalement j'ai l'impression qu'on est quand même plutôt sur la fin. J'espère que la sortie de cette vidéo, on ne dira pas que je dis une dinguerie, mais oui, on a vu les valeurs baisser, donc ça s'est traduit dans les supports de pierre papier. Aujourd'hui, je pense que c'est un bon moment d'investir dans l'immobilier. Je pense que les taux redeviennent accessibles, du coup ça veut dire qu'on peut financer les acquisitions. Ça veut dire qu'on va recommencer à retrouver de la liquidité. Donc oui, je pense qu'on est dans un bon moment pour investir dans l'immobilier de manière générale. Il faut bien choisir, il faut bien sélectionner ce qu'on veut faire, il faut bien réfléchir aux stratégies. Il ne faut pas aller sur des stratégies perdantes, il ne faut pas aller sur des stratégies qui n'ont plus de sens à l'aube de 2025. Mais oui, je pense qu'on est sur un moment opportun pour considérer d'investir dans l'immobilier. Et en ce qui concerne la pierre papier, ce qui va être super important, donc là je vais pas parler des supports court terme, parce que finalement quand on investit dans un projet de crowdfunding ou on investit dans une promotion immobilière, on investit sur la réalité actuelle, puisqu'on est là pour 2 ans, on n'investit pas sur le passé. Quand tu investis dans une SCPI, tu investis dans tout le patrimoine qui a été acquis depuis 5, 10, 15, 20 ans pour certaines. Et donc tu vas aussi investir sur les valeurs de cette époque-là, entre guillemets. Okay. Donc il faut bien s'assurer que les baisses de valeur ont déjà été reflétées et que toi tu vas pas rentrer trop cher parce que toutes les baisses de valeur n'ont pas été reflétées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, c'est finalement les SCPI les plus récentes, qui ont ce qu'on appelle des vintage assez récents, parce que déjà elles n'ont pas acheté dans des conditions de prix excessives.
comme on était dans une croissance démesurée de l'immobilier jusqu'en 2022. Donc, toutes celles qui ont moins d'historique là-dessus, elles ont moins à baisser leur valeur. Donc déjà, c'est plus facile d'investir dans ces nouveaux supports-là parce qu'ils sont déjà sur des nouvelles bases de prix. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, ça, c'est une bonne façon de rentrer aujourd'hui dans ces nouveaux supports, toujours en prenant nos précautions, évidemment, sur l'équipe de gestion, etc. Ça, c'est une bonne façon de rentrer. Ok. Et pour finir, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer, investir dans l'immobilier à travers la pierre papier, dans les CPI et autres? Quels seraient tes principaux conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui démarre là-dedans? Ouais, je dirais déjà, il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller. C'est en général des structures qui sont très professionnelles. On peut commencer petit. Et moi, je conseillerais toujours ça, de commencer petit, de voir comment ça fonctionne, pour se familiariser, comprendre les enjeux. On définit une stratégie d'investissement, on définit son profil de risque, et ensuite on choisit le support en fonction. Et en dernier ressort, évidemment, on réfléchit aux stratégies d'investissement, donc on fait nos petites recherches, et si on dit qu'on veut investir sur du long terme, on essaye de regarder les différents supports qui fonctionnent, les différentes SCPI, les différents OPCI, sur quelles thématiques ils sont, et on choisit notre thématique. Mais surtout, il faut y aller, le moment est plutôt bon, les valeurs ont déjà été baissées, je ne vais pas faire de pub pour les supports, hein, mais les valeurs ont été baissées, on est dans un moment où investir dans l'immobilier, ça fait du sens. On est dans un moment où investir dans l'immobilier, ça fait du sens. Il faut avoir bien conscience qu'il y a du risque, comme n'importe quel actif. Donc on peut perdre son argent quand on investit dans l'immobilier. Une fois qu'on sait cela, on essaye de comprendre jusqu'à quel niveau on est capable d'accepter psychologiquement de perdre son argent, et on détermine son profil d'investisseur et on y va, on choisit le support qu'il faut.